Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, vous le savez, on a un tout petit peu ras la casquette, pour employer des expressions certes désuètes mais polies, un tout petit peu ras la casquette donc de cette propension très irritante qu'a notre époque à faire renaître sans cesse des œuvres du passé au prétexte de les réinventer, de les réexplorer, de les inscrire dans une nouvelle époque, plutôt que de tout simplement essayer d'avoir ne serait-ce que le début de la queue d'une idée nouvelle. Bref, c'est donc avec un savant mélange de lassitude et de circonspection que nous avons vu arriver le projet de remake de Suspiria de Dario Argento, auquel l'épisode du jour sera consacré, avec autour de la table ici à l'antenne Paris un quatuor de flamboyantes ballerines de la critique. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Alexandre Arbo, salut Alex. Salut Thomas. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 159 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ce Suspiria nouvelle version, il est signé par l'italien Luca Guadagnino, dont le précédent film Call Me By Your Name lui avait valu un certain nombre de louanges et avait valu un Oscar à James Ivory qui en signait le scénario. Guadagnino s'attaque désormais donc à un classique du genre horrifique, le Suspiria, je l'ai dit, de Dario Argento. Sorti à l'origine en 77, la nouvelle version se passe désormais à Berlin, toujours dans l'univers de la danse et toujours dans l'idée de nous faire découvrir aux côtés de l'héroïne du film une terrible série de démoniaques secrets. At the beginning, she gave me things. Perfect balance, perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. Et Guadagnino a rassemblé pour l'occasion un cast essentiellement féminin, composé entre autres de Dakota Johnson, Chloé Grace Moretz, Mia Goth ou encore Tilda Swinton, qui n'est pas la même personne que Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, malgré ce qu'affirme avec insistance Lélo Jimmy Battista, Ça reste ici à prouver, présent. on va peut-être en discuter. Ça reste à prouver. Tiens, tant qu'on y est, donne-moi ton avis sur ce Suspiria, nouvelle version Jimmy. Une fois que tu auras Alors, vu ta moi en fait, gorgée. je précise juste avant de commencer que je suis pas très fan de l'original, donc Oui. je suis pas dans un délire machin. Je suis pas dans un délire machin. Très Non, bien. mais genre, tu vois, Tout ça est protectionniste et tout extrêmement ça. clair. Ouais. Et j'étais même plutôt curieux de le voir parce que le scénariste dont j'ai oublié le nom, qui a un nom un peu compliqué, avait fait The Terror. C'est lui qui est en train de bosser sur Cimetière. Donc bon, c'est quelqu'un qui me semble plutôt intéressant. Et en fait, j'ai noté 3 répliques Ok. qui viennent toutes de la même scène, D'accord. qui se succèdent, je crois les 3 d'ailleurs, et qui pour moi résume parfaitement l'expérience que j'ai vécue en regardant Suspiria. Alors la première réplique, c'est quelque chose ne marche pas. La deuxième, c'est il faut tout arrêter. Et la troisième, c'est je veux mourir. Ah. Voilà. Pour moi, ça Est-ce que ce résume sont à les peu 3 près tout ce stades que que j'ai tu vu. as- Voilà. C'est les 3 stades par lesquels je suis passé. Ok. Alors Bon, quelque ok. chose ne marche pas, ça c'est venu très vite parce que moi là, déjà dès la première scène où Chloé Grace Moretz joue un peu la paranoïaque, ça prend pas du tout. J'ai eu l'impression de voir Michel Blanc dans Marche à l'ombre avec le sketch, enfin la scène où la fumée des joints. Et à partir de là, ça Grosse s'enfonce, ref, mais de grosse scène en scène. Ouais. Parce que le truc en fait, c'est que donc le réal, il a dit assez clairement, le réal et le scénariste, les deux ensemble, ont pris une espèce de décision de faire non seulement de s'attaquer à Suspiria, c'est déjà une chose. Et deuxième chose, c'est qu'ils ont voulu s'attaquer à Suspiria en faisant en s'inspirant de Fassbinder. Donc c'est Ça quand fait même, beaucoup. ça fait un peu beaucoup, voilà. Ouais. Ça fait un peu beaucoup. Et il y a un truc bien, moi que j'ai bien aimé dans le film, c'est que l'ambiance de Berlin 77 à la Fassbinder justement est plutôt pas mal rendue. Mais c'est vraiment le seul truc, quoi. Parce qu'autrement, je trouve que ça prend pas vraiment. Il y a pas d'enjeu. Je trouve, enfin les personnages sont pas très, j'arrive pas à m'intéresser à ce qu'ils font, à ce qui va se passer pour eux. Je vois vraiment pas leur cheminement et je sais pas ce qu'ils attendent. Et puis en plus, les persos eux-mêmes, il y en a un moi le perso du docteur, du psychiatre, pour moi c'est assez catastrophique. Je comprends pas du tout ce qu'il fait là. Il s'intéresse mollement. Alors il faut savoir en plus, c'est une petite performance machin parce que c'est Tilda Swinton qui le joue. Spoiler. Pardon. Spoiler. Ah non, c'est pas un spoiler. C'est pas du tout un spoiler. d'accord, Hein, ok. ouais, C'est un autre perso. Elle joue un autre perso. Le truc, c'est que, oui, à part la performance, on voit que on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, on voit que c'est quelqu'un de maquillé. On sait pas forcément que c'est elle tout de suite, mais effectivement, mais de toute façon, voilà. Et le truc, c'est qu'il a une espèce de quête un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il s'intéresse très mollement à l'académie de danse. Et il s'intéresse beaucoup plus à essayer de retrouver sa femme. Le mec, il est juif allemand, la femme a disparu en 1943.
on est en 77, elle est pas partie avec le facteur, quoi. Avec les facteurs, Voilà. peut-être. Alors, je vous arrête avant que tout ça dérape et qu'ils finissent tous devant la justice. Ouais. Peut-être couper ça. On va peut-être couper celle-là, ouais. Peut-être. Non, puis en fait, le vrai truc problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais surtout, il n'y a pas de tension non plus, c'est-à-dire que c'est quand même un film d'horreur. Et voilà, moi, j'ai juste vu 2h30 d'images qui défilent devant moi. Je sais pas trop où ça va. C'est globalement assez poseur, assez prétentieux aussi. Ça montre beaucoup les muscles, quoi, comme on dit. Enfin, je me demande si vraiment Guadagnino a déjà vu un film d'horreur ou s'il aime vraiment ça, parce qu'il y a vraiment un côté, quelqu'un qui sort des Beaux-Arts et qui veut s'attaquer au cinéma d'horreur, quoi. Enfin, moi, ça m'a sur la fin, j'ai ressenti une espèce d'envie physique de me barrer, vraiment. Alors malheureusement il y avait beaucoup de gens sur la rangée, j'ai préféré pas les déranger, je suis resté jusqu'au bout et j'étais avec un pote en plus, donc voilà, j'étais coincé de tous les côtés. Pas le laisser derrière moi. Voilà, le punk poli, c'est ça. C'est ça. Et c'est lui. Vous l'avez reconnu. Mais par contre je me suis vraiment senti super mal, et alors moi je me suis dit c'est peut-être le film, enfin je veux dire peut-être qu'il réussit à te faire sentir super mal justement. Non, en fait c'est juste, je pense, je sais pas, on a quand même 2 climax dans le film. Il y en a un, c'est le spectacle de danse, je spoil rien, puisqu'on se doute bien qu'il va, à force de répéter, elles vont jouer à un moment. Moi j'ai bossé dans le milieu associatif, j'ai des trucs vachement mieux filmés que ça, quoi. Enfin, je suis vraiment désolé, quoi. Et le climax de fin, qui est un truc gore, j'ai eu l'impression de voir Hellraiser 7, quoi. Enfin, voilà, je sais pas quoi dire. En fait, je suis sorti de là, j'étais avec un pote qui travaille dans le cinéma, on s'est dit, on n'est même pas énervé, et c'est ça qui est chiant, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de voir des films de 2h30. Tu m'as dit textuellement, c'est triste, normalement on devrait sortir et brûler des voitures quand on voit un film comme ça. Ben non, on n'a plus envie, quoi. Alors je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est parce qu'on voit trop de merde, j'en sais rien. J'ai pissé sur une trottinette. De rage. Voilà. Alexandre, malgré tes remarques idiotes, je te donne quand même la parole. C'est bien, c'est noble à vous, c'est noble. Magnénisme. Moi j'avais très peur en allant voir le film, parce que je suis pas un énorme fan du précédent film de réalisateur, et puis il y avait même si j'étais resté à côté de toute cette polémique, enfin pas cette polémique mais de cette petite performance sur on parlait de Tilda Swinton qui joue plusieurs rôles dans le film, c'est quand même aujourd'hui là, le film sort en France dans le dossier de presse, ils présentent quand même, ils essayent de continuer cette espèce de performance prank / canular fake news. Ils te font quand même croire dans le dossier de presse que c'est interprété par un acteur allemand, et non par Tilda Swinton, même si voilà, c'était vanté depuis belle lurette et qu'elle-même l'a reconnu au New York Times et compagnie. Et donc tout ce truc-là, je trouve assez insupportable. Ça fait vraiment blague de petit con, comme pouvait l'être un film de petit con à certains égards, Call Me By Your Name, mais j'arrête de tourner autour du pot. Suspiria, je l'ai trouvé démesurément long. Je suis quand même souvent fait chier 2h30. Mais tout à l'heure, Lélo disait que il s'attachait pas au personnage, qu'il voyait des images défiler, etc. Et ce qui est tout à fait légitime comme impression. Moi, il se trouve que je me suis endormi vraiment dans le film, enfin surtout au début. Au début, j'ai eu quelques micro-siestes, vraiment des micro-naps. Et en fait, c'était assez cohérent avec ce que vit l'héroïne, puisqu'elle-même a des cauchemars, elle est connectée à la merde, machin, etc. Et moi, je vois le film justement, ce côté, on ne s'attache pas au personnage, mais je vois ce film comme le côté incohérent. Je lui trouve presque finalement une sorte de gageur, puisque moi j'ai vu le film comme un espèce de cauchemar qui culmine par cette fin absurde et assez dégueulasse, et j'ai plutôt adhéré, on va dire, aux excès, malgré ce côté tataclac, malgré ce côté prétentieux, etc., dont j'ai parlé plus tôt, mais j'ai assez adhéré au truc. Et puis il y a quand on creuse un tout petit peu, il y a plein de choses qui, voilà, moi, me parlent. On disait tout à l'heure que le Berlin des années 70 est plutôt bien restitué, et il faut savoir juste comme ça, pour qu'on puisse se rappeler du tournage de ce film-là, même s'il y a effectivement des plans extérieurs qui ont été filmés à Berlin, l'intégralité des scènes extérieures est filmée dans une espèce d'ancien hôtel qui est en Italie, à Varese, pas très loin de Milan, et c'est un hôtel abandonné, donc c'est clairement de l'urbex qu'ils ont dû faire pour aller y tourner. Et je trouve que visiblement le tournage était un peu compliqué vu que c'était le truc vraiment vétuste et compagnie. Et je trouve que symboliquement ce côté, on entre, limite pas par effraction, parce qu'évidemment c'était un tournage avec autorisation, mais on entre dans une ancienne bâtisse qui a connu son heure de gloire, et on va retrifouiller dedans, lui donner une nouvelle vie en la travestissant complètement, en faisant passer cet ancien hôtel italien pour un centre de danse berlinois. Finalement ça correspond
à peu près bien au geste du réalisateur et de son scénariste, puisque voilà, il s'attaque aux monuments, Argento et compagnie. Moi, honnêtement, si on m'avait dit il y a un mois que je serais sorti sans pleurer des larmes de sang d'un remake de Suspiria, qui, rappelons-nous, et je m'arrêterai là pour mon intervention, et quand même, il y a 10 ans, on avait annoncé David Gordon Green pour le réaliser, ce remake. Et c'est quand même une coïncidence temporelle assez dingue que ce film-là sort donc 3 semaines après Halloween, version David Gordon Green. Et au jeu du slash suite, remake, reboot, je pense qu'on a quand même... Moi, j'avais apprécié le Halloween version Green, mais on a quand même une proposition qui, à défaut d'être totalement convaincante, là, sort de la facilité. Allez, on efface les suites qui nous ont pas plu, on refait une suite directe en faisant un peu de fanservice au passage, et basta. Donc, grazie mille, signore Luca Trucnouche. Non. On a dit pas les accents et pas les lignes, pas les langues étrangères. Stéphane. Alors. Ok, merci Stéphane. Moi, je suis pas un grand fan d'Argento de manière générale, mais bon. J'ai l'impression que personne. Non, mais par contre, le truc, c'est qu'il faut quand même reconnaître culte, que. En fait, non, tout le monde s'en fout. Non, mais parce que ça fait quand même 35 ans que voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui a eu son style à lui, très spécifique, même s'il a entre guillemets réinventé le giallo d'une certaine manière avec son fonctionnement, quoi. Il a récupéré un genre et il l'a boosté aux hormones, quoi. Et Suspiria, c'est un peu ça, même s'il n'y a pas de meurtre à proprement parler aussi graphique que dans les giallo. Et voilà. Et le truc, c'est que c'est un cinéaste extrêmement à cette époque-là, en fait, qui faisait des films extrêmement sexués. Extrêmement graphiquement, il se faisait chier vraiment, quoi, comme il le fait plus depuis 30 ans maintenant. Je veux dire, je parle même pas des 10 dernières années avec une Mother of Tears ou ce genre de conneries. Je parle vraiment même à l'époque d'Opéra et du syndrome de Stendhal ou de ces trucs-là, où c'était déjà largement un cran en dessous, quoi. Et pourtant, c'est un cinéaste qui a une énorme cote de popularité auprès des fantasticophiles, quoi. Donc c'est comme Cronenberg aujourd'hui. Comme Carpenter, on en parlait dans l'émission, voilà. C'est des types en fait qui ont une street cred énorme sur la base de certains de leurs films et qui ont une telle street cred qu'en fait ils ont été rattrapés par je sais pas, l'intelligentsia, je sais pas comment dire, la hype, l'institution, les institutions critiques en fait. Ce qui fait que en fait Suspiria, qui est un film qui a pas du tout été défendu à l'époque où il est sorti par les cahiers positifs, tout ce que tu veux, blablabla, c'est comment dire aujourd'hui un grand film pour eux. Donc peut-être les générations ont changé aussi. Oui, enfin moi je pense que c'est surtout que parce que ces critiques-là ont une approche en fait où ils se sentent obligés de revenir aussi sur leur propre histoire de critique pour se justifier et voilà, donc c'est pour ça que je veux bien croire que les gens aient changé, en fait, les gens qui écrivent, mais bon, après, c'est aussi une question de fonctionnement, quoi. Et le truc, c'est que donc, ce que représente Suspiria pour moi, c'est une véritable œuvre fantastique, je parle de l'original, qui ne fonctionne que sur ces bases-là, en fait, c'est-à-dire que tu vas pas voir le film pour le scénario, enfin, globalement, et tu vas le voir pour l'aspect complètement onirique du film, quoi. Et c'est exactement tout ce que ne fait pas le remake, qui pour moi n'est pas un remake en fait, c'est-à-dire que c'est même pas une relecture, une thèse sur Suspiria. C'est-à-dire que le type s'est dit moi j'ai pas vu ces films précédents, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je me base uniquement sur celui-là. Et en fait, il s'est dit alors ça a été tourné en 77, ça se passe en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne à cette époque-là ? Qu'est-ce que je pourrais intégrer ? Et en fait, tout ce qui n'est pas dans le Suspiria original, il l'intègre dans son film, ce qui fait que c'est pour ça que ça dure 1 heure de plus. Et il te met des trucs qui ancrent le film dans le réel, c'est-à-dire la bande à Bader, justement la culpabilisation nazie, etc., etc., etc. Et tout ça. Moi personnellement, je comprends pas ce que ça apporte à ce qu'il raconte, au récit qu'il raconte, à cette histoire de cette nana qui vient et qui se retrouve en fait dans une antre en fait plus ou moins de sorcière, quoi. Si ce n'est que en fait tu enlèves les oripeaux au fur et à mesure du fantastique. Donc c'est extrêmement chiant parce qu'effectivement pendant un moment donné tu te demandes si tu es vraiment en train de regarder un film d'horreur. Je veux dire. La première scène horrifique du film,
pour moi le truc avec le cinéma de genre, c'est que c'est ce qui définit les réalisateurs. C'est-à-dire que si t'es vraiment réalisateur de cinéma au sens où tu utilises les outils du cinéma, le cinéma de genre, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour démontrer tes capacités de réalisateur de cinéma. Et en fait à ce moment-là, ce mec que je connaissais pas, je me disais c'est un drame, il y a des chants contre chants un peu pourris, voilà, tu vois, mais on va voir quand les scènes arrivent. Et là, la première scène en fait de massacre entre guillemets, c'est-à-dire c'est une danseuse qui décide de quitter la scène, et je crois que c'est Dakota Johnson qui reprend sa place, je sais plus quel personnage reprend sa place, et d'un seul coup en fait le fait que Dakota Johnson se mette à danser, la nana qui est en train de se barrer, en fait elle est dans une autre pièce, elle se fait disloquer avec les mouvements de voilà. Et alors là c'est les pires points de montage que j'ai vu depuis un bon moment dans un film voilà. Donc film monté par un ancien collaborateur d'Argento d'ailleurs. Mais pas sur ses meilleurs, sur les 3 derniers. Donc, Du coup, non. Merci d'apporter de l'eau à mon moulin. Merci, et en fait, donc là déjà, t'es emmerdé. Et déjà, t'es emmerdé parce que globalement, effectivement, la scène d'horreur n'est jamais amenée en question. C'est-à-dire que c'est quoi les 3 mères ? C'est ça, le Suspiria, c'est les 3 mères. Mater, Suspirorium. Suspirium et là, c'est Mater, Passivus, Aggressivum, quoi. Tu vois, c'est la nana qui est là en train de regarder. Ah bon, tu veux quitter la scène ? Ok, je comprends, c'est ton choix. Tu vois, ça c'est comment elle s'appelle, Tilda Swinton pendant tout le film. Tu vois, donc c'est assez déstabilisant de te dire que le type ne veut pas lâcher, juste ne veut pas rentrer dans l'horreur, quoi, dans le genre, dans les cris, dans la souffrance, tu vois, et alors le film avance, effectivement ça dure 2h30, donc tu vois, ça avance, et arrive cette scène où d'un seul coup il se dit putain merde, mais en fait je suis en train de faire le remake de Suspiria, donc il faut impérativement que je mette un filtre rouge, tu vois, donc il met un filtre rouge sur la scène, et là d'un seul coup ça devient un 8 balles, quoi. Tu vois, mais genre vraiment t'es en train de regarder le truc avec une vieille sorcière dégueulasse, toute mal Alors, qui apparemment est aussi jouée par Tilda Swinton ou par Dakota Johnson, je sais plus. Mais Tilda Swinton elle joue tout le monde en fait, tout le monde dans le film, et c'est aussi elle Tom joue York, Dakota Johnson, et c'est pour ça qu'elle fait également de la musique, et c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, et c'est infernal parce qu'en fait t'es en train de regarder, en plus c'est une scène qui fait effectivement écho à la danse sur scène, quoi, et c'est tu te dis ah ouais d'accord, donc moi je sais que pour le coup je suis sorti en colère, et je suis sorti en colère parce que j'ai vraiment ce sentiment. C'est ton état de base généralement, mais sur il y a certains films plus que d'autres, quoi. Voilà, mais le truc en fait c'est que c'est surtout pour moi ce qui est problématique avec ce genre de film, c'est qu'il y a une espèce d'approche, c'est comme Blade Runner 2049 en fait, fondamentalement, c'est-à-dire que ça regarde le film, ça ne le comprend pas, ça fait sa propre proposition, ça tu peux pas leur enlever que c'est sa propre proposition, mais pourquoi appeler ça Suspiria ? Pourquoi je sais pas, pourquoi voilà. Non mais en toute honnêteté, c'est surtout il y a cette espèce d'approche où tu te dis ce film qui était un film à problème, on va dire, il y a 40 ans, aujourd'hui il passe complètement à la mouillette. Donc quand j'entends que c'est osé, quand j'entends que c'est... moi j'ai l'impression que c'est juste dans le moule de tout ce que les critiques attendent, les critiques qui ne défendaient pas ces films-là il y a 40 ans et qui les défendent aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils attendent, tu vois. Et c'est ça le problème, en fait, c'est ça qui moi me met un peu en colère en fait avec ce genre de film, quoi. Comme Blade Runner 2049, quoi, que littéralement tout le monde a oublié aujourd'hui. Ça fait à peine un an que le film est sorti et plus personne te parle de ce grand classique, tu vois, ce parrain 2 de la... Peut-être quelque part des gens règlent leur télé 4K ah ouais putain, le hibou il est vachement bien fait. Donc voilà, et ce film là il va je pense, le Suspiria là c'est pareil, il a une grosse aura critique, et je pense qu'il va gros avenir de vidéotest. Moi je pense que non même pas, parce que là pour le coup le film est moche, va vouloir revivre ça en fait. Mais j'ai vraiment du mal à croire que ça va rester, quoi. Contrairement à Argento qui, quoi qu'on en dise, en fait, ça fait 40 ans qu'il est là, quoi. Perrine. Je dirais pas que j'ai passé un bon moment, parce que j'ai eu l'impression... Ce serait bizarre. Ce serait bizarre. Et pendant 2h30, j'ai l'impression qu'on m'a tapé. Donc c'était vraiment pas agréable comme sensation. C'est pas cool. Du tout. Alors après, je vais, comme mes camarades, j'ai vu le Suspiria, mais alors d'une part, moi je l'aime bien le Suspiria, mais par contre, je me suis aperçue que quand le film a démarré, je fais... Et merde, j'ai complètement oublié. Enfin, j'ai fait un blackout sur le Suspiria. Donc c'est revenu bien après, mais sur le moment j'ai fait un blackout. Donc c'était pas plus mal pour regarder le film, parce que au moins j'avais pas l'idée de. L'original en tête. Oui, j'avais pas l'idée de faire de la comparaison ou quoi que ce soit. Ça n'est pas venu du tout, quoi. Donc je l'ai plutôt pris comme il venait. Et c'est vrai que 2h30, c'est long. C'est long, c'est pas nécessaire à plein de moments, à plein d'endroits.
Et à plein de moments, j'étais en train de me poser la question aussi, pourquoi la bande à Bader, pourquoi, comme dirait Sandy Valentino. Enfin, moi, vraiment, j'étais vraiment sur un truc comme ça. J'étais un peu perdue à plein de moments. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire sens. J'ai décidé de faire sens de tout ça. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. C'est un film, pour moi, c'est un film sur l'embrigadement. C'est un film sur l'embrigadement, c'est un film sur la création d'un groupuscule. Donc là où le parallèle avec la bande à Bader, pour moi, commençait à faire sens, c'est que d'un seul coup, on avait aussi un groupuscule qui s'était créé, une sorte de révolutionnaire à un moment donné, qui est né des problèmes non réglés de l'Allemagne, avec le nazisme notamment. Entre autres. Et donc, et là, pareil, parce que le lien avec le nazisme, il est là aussi, on l'entend beaucoup, surtout à la fin du film. Le nazisme est quand même très très présent. Et encore une fois, on est en Allemagne dans les années 70, on peut pas le nier, quoi. Et donc, et en même temps, on a ces sorcières qui sont un groupe et elles ont une sorte de niche comme ça, c'est pas une niche le mot que je cherche, une pépinière, où elles essayent de faire monter des idées à travers ces personnages, ces jeunes filles, par la danse, et elles vont en sélectionner quelques-unes. Et on a les 3 stades un petit peu, avec les 3 actrices principales que sont Dakota Johnson, Chloé Moretz, Grace Moretz et Mia Goth. Et on a celle qui a tenté de résister, elle ne s'en sortira pas, qui est Chloé Grace Moretz, celle qui ouvre les yeux, qui ne s'en sortira pas, Mia Goth, et celle qui adhère, mieux qu'elle adhère, elle finit par diriger. Elle a spoilé tout le film, littéralement. Bon, c'est pas très grave. On a dit qu'on avait le droit de spoiler dans cette émission. Moi, je spoil. Donc voilà. Mais en fait, voilà, pour moi, il y a les 3 stades un petit peu de l'embrigadement. Et je trouve ou bien de la résistance à cet embrigadement. Et là, quand j'ai vu le film là, à travers ces yeux-là, ce truc-là, ça m'a permis de faire sens du film. Ça m'a permis, en tout cas, de mieux l'intégrer, de moins subir ce que j'étais en train de voir. Parce qu'en effet, je trouve que visuellement, il y a des choses très intéressantes. Il y a des moments, des plans, des mouvements de caméra que je trouve plutôt réussis, il y a des idées que je trouve parfois réussies. Il y a des choses que je trouve affreuse. J'ai pas d'autres mots à part affreux. Encore une fois, c'était de l'agression permanente. Donc j'ai encore du mal à savoir ce que je pense réellement du film en termes d'appréciation. C'est le syndrome de stress post-traumatique. Il y a de ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que d'un seul coup, le film a fait sens pour moi, et je trouvais qu'il avait cet intérêt-là, et c'est là que pour moi, il commençait à vraiment prendre sa distance, du moins avec l'original, et à me raconter quelque chose d'autre, en tout cas, à me raconter quelque chose. Que ça intéresse ou pas les gens, je m'en fous, c'est juste qu'au moins, il me racontait quelque chose, un minimum. Et puis, on sent qu'il a l'idée quand même d'en faire une suite, parce qu'il y a cette scène post-générique où on appelle... Les 3 autres sont sortis avant la fin du générique, visiblement. On appelle parce que c'est annoncé même avant le titre. C'est en 6 actes et un épilogue. Et donc, c'est l'épilogue. Ah, la merde. Et on annonce les autres Mother, quoi. Donc, en fait, en soi, pourquoi pas, mais je sais pas avec quoi il va pouvoir se raccrocher. Mais l'idée, en tout cas, d'un seul coup, de vouloir, comme disait Stéphane, de vouloir l'ancrer dans le réel, de vouloir le ramener au réel, me dérangeait pas du tout. En fait, je trouvais que d'un seul coup, le contexte me plaisait bien. Je trouve que c'est très bien rendu aussi. Ce Berlin-là, il fonctionne bien. Il est pluvieux, il est gris, il est moche. C'est tout à fait Berlin. Et donc, ça m'a on se fâche avec tout le monde beaucoup d'amour pour Berlin. Non, mais voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a les Tilda Swinton dans une sorte de Pina Bosch mélangée avec... Comment tu écris Bosch? B-A-U. Dans une sorte de... Il en rajoute, on a dit on se calme. On était d'accord. Non, mais en fait, de Pina Bosch et d'une autre chorégraphe dont j'ai oublié le nom, mais qui, elle, avait fricoté sérieusement avec les nazis. Voilà, je trouve qu'il y a de la réflexion. En vrai, le film n'est pas né de rien, n'a pas de réflexion de rien, et ça me plaît bien. Après, en termes de traitement final, pourquoi 2h30? Enfin, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, quoi? Parce que je pense que quand tu fais un film de 2h30, d'un seul coup, t'as les critiques qui ont le temps de dormir, et du coup, quand ils se réveillent, ils font il s'est passé quelque chose. Attends, j'ai rien compris, mais en fait, non, mais c'est vachement intelligent. Je crois pas que Guadagnino fasse des films pour les critiques, en fait, parce que bon, quand il fait Bigger Splash, c'est un massacre et c'est nul à chier. Et quand il fait Call Me By Your Name, bon bah tant mieux si ça plaît. Moi, j'aime beaucoup Call Me By Your Name, mais ça me plaît. Et après, quand il fait Amore, c'est différent. Enfin, le mec en plus, il en a rien à foutre. Il passe son temps à insulter les gens. Donc non, franchement, je suis pas sûr qu'il fasse ça que pour les critiques. Je pense qu'il se fait plaisir un peu, le gars, mais bien ou pas, puis je m'en fous s'il le fait pour les critiques. En parlant de se faire plaisir, c'était plus ou moins d'ailleurs ce que
Non, je ne vais pas déraper. C'était en partie la justification qu'avait donnée Tilda Swinton, justement, au New York Times, quand par email, elle avait répondu aux questions d'un journaliste et qui lui demandait pourquoi vous jouez le rôle d'un mec, d'un octogénaire, psychanalyste, dont l'acteur qui est censé l'interpréter serait un certain Lutz Ebersdorf. Alors, je suis sûr qu'il y a une blague cachée quelque part ou un anagramme. Et elle disait parce que aussi c'était super fun. Il fallait pas se priver d'un plaisir en plus. Il s'amuse, hein. Un truc comme ça. Alors que pour moi, ça me fait penser un peu au personnage de Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder. Et il faut savoir quand même qu'elle pose avec à un moment un faux pénis collé à elle. Et j'aurais tellement aimé j'aimerais tellement imaginer un monde dans lequel c'est un homme qui interprète une femme et voir toutes les polémiques que ça pourrait déclencher. Enfin bref, je trouve que on oublie ça aussi. Je pense qu'il y a une partie de la lecture du film qui est où le réalisateur et son co-scénariste parlent d'un film sur la maternité, ça c'était pas nouveau vu le thème du film, mais aussi le fait d'offrir cette multitude de rôles à Tilda Swinton. Bon, c'était de célébrer le pouvoir de la femme, etc. Donc ça a des vertus totalement à la fois comment dirais-je inattaquables et en même temps dont on peut soupçonner qu'elles ne sont pas là pour rien. Voilà, elles ont un côté un peu pas phoné mais prétexte, un peu côté air du temps pour on fait un peu ce qu'on veut. Honnêtement, ils s'en foutent un peu de cette histoire de femme, clairement. Puis je trouve que la fin elle est même assez ambiguë par rapport à ça. Donc non, il y a un truc. Je pense pas que son intérêt était là-dessus plus que ça. Moi j'aime bien la scène à la Uwe Ball moi je la trouve plutôt pas mal en réalité. Donc seule défenseuse au monde de Uwe Ball. Non mais en tout cas il a fait des bons trucs. Il a fait des bons trucs. Je la trouve assez sympa, je la trouve sympa, non c'est pas le mot, encore une fois, je me suis fait attaquer, mais je trouve qu'il y a un truc où pour le coup ça, au moins il y avait quelque chose qui se passait un petit peu plus que dans le reste et qui m'a un petit peu fait un peu plus de mal que le reste, donc c'était pas plus mal. Le truc gênant de la fin, c'est que les images qui avaient fuité du tournage, c'était même pas fuité d'ailleurs, c'est des images officielles qui avaient été distribuées où on voyait l'actrice principale, donc je ne spoil pas trop, ou un petit peu peut-être quand même, j'en sais rien. On voyait Dakota Johnson avec une sorte de blessure béante au torse qui s'apparentait à un vagin géant, et le résultat dans le film n'a rien à voir avec ces espèces de jolis, c'est un bien grand mot, en tout cas ces effets réussis physiques, ça a été remplacé par de la bouillie numérique pour une raison que j'ignore. Il faudra se renseigner sur un moment. C'est assez dégueulasse. Et là, pour le coup, c'est très UV bolien. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. C'est sans doute parce que je voulais coller le mot vagin, torse, sans doute dans cette. C'est ce qui manquait à cette chronique. C'est possible. C'est tout ce qui manquait à cette émission. Enfin non, il n'y a pas que ça qui manque à cette émission. Il manque, comme le veut la tradition, les recommandations de fin d'émission. On va faire un rapide tour à destination de nos auditeurs. On peut sans problème s'éloigner du domaine de l'horreur. Vous savez que vous avez carte blanche comme toujours. Qui va se lancer en premier? Tout le monde fait non, pas moi. Jimmy, tiens. Moi j'ai pris un seul film pour une fois. J'ai pris All the Colors of the Dark, qui est connu en France sous le titre L'Alliance Invisible et Toutes les couleurs du vice, un autre titre que j'aime bien. C'est un film d'horreur de Sergio Martino. Donc Sergio Martino, c'est un peu le troisième gros réal d'horreur italien derrière, enfin pour moi en tout cas derrière Fulci, t'as Fulci, Bava, Argento, et on va dire que c'est le quatrième. Ok, allez, quatrième. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est un espèce de truc qui surfait c'est sorti en 72, donc ça surfait un peu sur le succès de Rosemary's Baby qui était sorti un peu avant. Et c'est un mélange de giallo, d'horreur, de thriller avec Edwige Fenech, donc toujours dans ces films-là, elle a perdu son enfant dans un accident. Et elle va dans un immeuble, elle va habiter dans un immeuble parce que c'est ce qu'on fait quand on perd son enfant et qu'on est riche et qu'on s'ennuie et qu'on a un grand chapeau. On va habiter dans un nouvel immeuble et puis on rencontre évidemment une secte qui veut l'embrigader. Et puis voilà quoi, c'est moi, je trouve ce film assez cool, quoi. C'est un énième film. Sergio Martino, en plus, il les enchaînait vraiment beaucoup. C'est pas un méga chef-d'œuvre, mais ça fait partie des films qui sont vraiment, en termes iconiques et tout, assez proches de ce que pouvait faire Argento quand il était un peu en forme, quoi. Pas de souvenir rural lié à ce film. Aucun. Je l'ai vu. J'étais déjà à Paris. C'est déjà fini tout ça. Une tristesse. Non, mais c'est un film assez chouette, ouais. Et voilà. Très bien. Pas grand-chose à dire dessus. C'est super, Alexandre.
Alors, franchement, prends mon micro. Non, mais j'ai vraiment, c'est ce qu'on appelle la roulette. Tu sais, c'est un peu comme vraiment. J'ai 2 secondes, j'aurais pu choisir autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de proposer The Lord of Salem de Rob Zombie, qui était sorti en 2013. Voilà, Les Seigneurs de Salem au Québec, m'apprend Wikipédia. On a dit qu'on arrêtait avec les accents. Non, mais en plus, c'est marrant parce que c'est un film qu'il a fait après avoir fait justement des remakes, en l'occurrence ceux d'Halloween. Et c'est comme s'il avait besoin de se purger aussi, c'est accessoirement au titre de son expérience avec les Weinstein. Mais bon, bref, et c'est un film qui est bourré de défauts, qui est assez cheap, mais qui par moment propose des tableaux, vraiment des visions horrifiques qui justement sont presque plus proche du Suspiria de 77 que du Suspiria de 2018. Voilà, c'est un film qui n'a pas fait énormément trop parler à l'époque, mais qui mérite à mon avis d'être revu. Et surtout, je crois que Zombie, on avait signé la novélisation qui, pour une raison que j'ignore, avait atterri sur mon Kindle. Je l'ai jamais ouverte, mais on en avait dit le plus grand bien dans des endroits obscurs de la blogosphère cinéphile américaine. Donc je l'avais acheté sur un coup de tête, sans doute pas sobre. Pardon. Je m'y attendais pas. Pourtant, j'aurais dû. Stéphane. Dans le genre remake, en fait, qui prend en compte l'original et qui l'inscrit d'une manière méta, en fait, dans sa propre construction, dans son propre récit. Moi, j'aime beaucoup L'invasion des profanateurs de sépulture de Kaufman, écrit par W.D. Richter, qui est le scénariste notamment de Jack Burton et le réalisateur de Buckaroo Banzai. Donc, c'est un film c'est un remake assez frappé, en fait, du film de Don Siegel. Qui inscrit en fait, qui se pose les questions qui pour le coup en fait a vraiment extrapolé ce que proposait le film de Don Siegel dans les années 50, toute cette paranoïa anti-rouge, etc., etc. Et en fait, en gros, il l'a réinscrit dans la logique d'un film de conspiration des années 70 à la Les Hommes du Président, ce genre de choses. Donc tout ça, en fait, ça sert vraiment le récit et ça fonctionne très très bien. Et pour le coup, ça parle de son époque, contrairement, je trouve, au Suspiria actuel, qui parle de... On ne sait pas de quoi il parle, mais voilà. Et, mais en tout cas, voilà. Et le truc, c'est que là, avec pour le coup une vraie volonté, une vraie approche en fait de traiter le fantastique de manière frontale, et quitte à avoir des idées, encore une fois complètement barrées, qui pourraient un peu dérouter les gens, quoi. Et notamment, il y a un chien possédé, enfin, il y a un truc comme ça, assez crade et tout, un mélange, quoi. Et ça peut être passé pour un truc un peu Z, mais c'est complètement, en fait, ça se fond dans l'ensemble. Et il y a, il y a cette logique dans ce film-là, en fait, d'être à la fois, en fait, encore une fois, dans sa façon d'intégrer l'original, de le prendre en compte. Il y a une vraie, je trouve, approche intelligente. Par exemple, le personnage de Kevin McCarthy qui réapparaît dans le film, c'est plus ou moins le même, parce que comme s'il s'était jamais arrêté de courir à la fin du premier film, et qui réapparaît dans celui-là 22 ans après, et il se fait écraser par les héros. Enfin, je veux dire, non pas par les héros, mais il se fait écraser dans la rue devant les héros. Et il y a une approche comme ça, méta, qui fonctionne dans le film, en même temps qu'elle fonctionne quand tu connais l'original et quand tu l'as un peu analysé comme Kaufman et Richter l'ont fait en fait avec ce film-là, quoi. Donc voilà. Très bien, Perrine. Moi, je te propose un double programme demain soir, mais il faut que vous ayez un bon 5 heures devant vous, puisque je propose de mettre ça avec les crimes de Grindelwald, parce que encore une fois, je pense qu'ils ont un vrai lien thématique. Oui, les Animaux Fantastiques 2 et Suspiria. Donc c'est 2 salles d'ambiance au niveau de. Emmenez vos enfants. Emmenez vos enfants surtout. Voilà, c'est un peu 2 salles d'ambiance, mais bon, il y a ce même côté un peu sombre. Mais encore une fois, on est dans ce lien, l'embrigadement, ce lien avec l'histoire, avec le nazisme évidemment dans les 2 cas, et aussi l'idée si t'es pas avec moi, tu brûles. Donc non, il y a un truc. Non, je pense que les 2 films ont vraiment étonnamment, et c'est étonnant qu'ils sortent le même jour en vrai, parce que sur 2 choses très très différentes et pas du tout la même approche, rien à voir les 2 films ont des thématiques vraiment similaires, et je pense que ça serait intéressant presque de s'amuser de faire une étude comparée des 2 films en fait. Je pense que ça serait pas mal. Donc j'encourage les gens qui ont 5 heures devant eux demain à se lancer dans ce double programme. Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les 4, merci à Quentin à la technique, merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast
Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.